déjà peur qu'il arrive en retard, lui aussi. Et après ça, il va venir trop vite, c'est toujours la même chanson. Tu n'as pas peur de finir par t'attacher à ce genre d'individus. Carole soupira, embrassa sa mère sur la joue et se dirigea vers la porte. À plus tard, maman. Oui, amuse-toi bien, et garde tes gardes. Carole, Carole, ma belle Carole. Quoi encore, maman? Tu es magnifique, ma fille. Mais vérifiez tes petites culottes, on ne sait jamais. Germaine resta seule un instant dans la cuisine, le sourire aux lèvres. Elle aimait provoquer sa fille, c'était sa façon de lui montrer qu'elle se souciait d'elle. Elle reprit son plumeau, mais son esprit était déjà ailleurs, tournant autour de ses propres occupations. Parce que je ne suis pas juste une simple ménagère, voyez-vous. Non, non, non. Je tiens aussi un petit kiosque aux marches publiques. Je vends des fruits et des légumes frais, de la terre à la table comme ils disent à la télévision. Je pense que ça fait de moi une véritable femme des affaires, une entrepreneuse de la carotte et de la tomate. Elle fit mine de peser des fruits imaginaires sur le comptoir de la cuisine. Mais ne me parlez pas des clients qui viennent taponner la marchandise sans aucune pudeur. Et l'autre jour, il y avait une femme qui n'arrêtait pas de tripoter mes produits. Je les regarder droit dans les yeux et je lui ai dit, « Madame, ça, c'est une banane, pas une partie intime de monsieur. Elle ne viendra pas plus grosse juste parce que vous la tentez avec vos doigts. » Elle rit de bon cœur, s'imaginant la tête de la cliente offusquée. Elle se sentait forte, indépendante, prête à affronter les défis de la journée, qu'ils soient familiaux ou commerciaux. Elle jeta un dernier regard à Grand-Papa qui n'avait toujours pas bougé un poil. On dirait Winnie et l'ourson en plein hiver. Il n'a pas l'air très affile aujourd'hui. Je pense que je ferais mieux de le laisser rejoindre sa forêt enchantée dans ses rêves de vieillard. Chapitre 1. La demeure de Madame Germaine Lebrun ne respirait pas le calme habituel des maisons de banlieue en ce mardi matin. Au milieu du salon, une silhouette imposante s'agite avec une énergie débordante. Germaine Lebrun, une femme dont la poigne de fer n'a d'égal que son cœur d'or, tient un plumeau comme un général tiendrait son épée. Pour elle, la poussière est une insulte personnelle, un affront à sa dignité de maîtresse de maison. Elle frotte, elle astique, elle déplace les bibelots avec une précision chirurgicale. Tout en s'activant, elle marmonne des phrases dont elle seule a le secret, un mélange de sagesse populaire et de sarcasme bien senti. Dans le coin du salon, installe dans son fauteuil usé par le temps, Grand-Papa semble ailleurs. Et l'homme de 92 ans a le regard fixe sur le vide. Germaine s'arrête un instant, son plumeau en l'air, pour observer son beau-père. Elle soupire, non pas de lassitude, mais par habitude. Grand-Papa est là, présent physiquement, mais son esprit semble voguer sur des océans de souvenirs que personne des autres ne peut voir. Elle s'approche de lui, elle l'air faussement sévère. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Grand-Papa » demande-t-elle en posant une main sur sa hanche. « Ça fait 3 jours que tu ne dors pas un clin d'œil. Tu vas finir par ressembler à un vieux hibou qui a trop bu de café. » Le vieil homme ne répond pas tout de suite. Il cligne des yeux lentement, comme s'il sortait d'une profonde hypnose. Germaine reprend son nettoyage, secouant un tapis avec une vigueur qui ferait trembler les murs. Elle s'adresse alors à une galerie imaginaire, ou peut-être à nous-mêmes, ses spectateurs invisibles. Elle explique qu'elle faisait juste un petit peu de ménage, une simple pause dans sa journée chargée. Mais pour Germaine, le mot ménage est un euphémisme. C'est une bataille rangée contre le chaos. Elle se traite de sale de manière ironique, une façon de dire qu'elle n'a jamais fini de ranger. Elle se rappelle soudainement qu'elle a oublié d'ouvrir la cave pour le grand-père. C'est une de ses nombreuses tâches quotidiennes qu'elle accomplit avec une sorte de fierté bougonne. Elle a élevé 6 enfants toute seule, une prouesse qu'elle rappelle souvent pour souligner la difficulté de sa vie passée. Elle compare ses enfants à des monstres de foire avec humour, affirmant qu'aucun d'entre eux ne lui a donné autant de fil à retordre que le vieux monsieur assis là. Le ménage, c'est toute sa vie. Elle se souvient de la visite de monsieur le cure Saint-Pierre l'autre jour. Le prêtre, en regardant autour de lui, avait déclaré que madame Lebrun et le bon Dieu tenaient ensemble une bien belle demeure.
Germaine avait remercié poliment, mais dans son fort intérieur, elle ne pouvait s'empêcher de penser que le bon Dieu devait être bien désordonné quand il s'occupait de tout seul. Pour elle, la propreté est une vertu qui demande une main ferme et Dieu, tout-puissant soit-il, n'a probablement pas de plumeau aussi efficace que le sien. Sa vie a changé de trajectoire à l'âge de 18 ans. C'est à ce moment-là qu'elle a épouse Roger Lebrun. Elle pointe du doigt une vieille photo, ou peut-être un coin de la pisse, pour designer son fils Bruno, le fruit de cette union. Elle raconte avec une franchise désarmante qu'elle s'est mariée à cause d'une maladie incurable appelée la grossesse. Le lendemain des noces, le ménage avait commencé pour de bon et elle n'avait plus jamais cessé depuis. Alors qu'elle s'apprêtée à attaquer le buffet de la salle à manger, sa fille Carole entre dans la pisse. Carole est une jeune femme sérieuse, étudiante et serveuse, qui porte sur ses épaules les espoirs de sa mère. Germaine l'observe avec une tendresse dissimulée sous des pics humoristiques. Carole remarque que Grand-Papa a l'air très calme ce matin, presque trop. Germaine hausse les épaules, affirmant qu'elle ne sait pas pourquoi il est si paisible, tout en continuant de ranger ses bibelots. « Dis-moi ma belle, tu as une grosse soirée prévue ce soir ?» lance Germaine avec un clin d'œil malicieux. « Maman, ce n'est pas une rencontre amoureuse » répond Carole en soupirant. « C'est juste un petit verre tranquille avec une amie. » Un petit verre tranquille, répétait Germaine avec une moue sceptique. C'est ce que tous les hommes disent pour commencer. Ils pensent que la vodka est un lubrifiant magique pour faire tomber les petites culottes plus vite qu'elle éclaire. Tu commences par siroter un cocktail sucre avec un petit parasol, et la seconde après, tu te retrouves avec les 2 pieds dans les étriers à l'hôpital, pendant que le docteur crie de pousser. Carole rougit et demande à sa mère d'arrêter. Elle connaît trop bien les discours de Germaine sur la gente masculine. Pour Germaine, les hommes sont des créatures prévisibles et souvent maladroites, et elle tient à mettre sa fille en garde, même si la méthode est pour le moins directe. Elle propose un café à Carole avant qu'elle ne parte, mais la jeune femme est déjà en retard. Germaine ne peut s'empêcher de faire une dernière remarque sur le fait d'arriver en retard et de finir trop vite, une allusion grivoise qui fait lever les yeux au ciel à sa fille. Une fois Carole partie, Germaine se retrouve seule avec ses pensées et son plumeau. Elle refuse d'être perçue comme une simple ménagère. Elle se voit comme une femme des affaires accomplies car elle tient un kiosque aux marches, vendant des fruits et des légumes. Elle aime le contact avec les clients, même si certains l'exaspéraient au plus haut point. Elle raconte l'histoire d'une femme qui tripotait ses bananes sans aucune pudeur. Germaine lui avait alors lancé avec son franc-parler habituel que c'était une banane et non une partie de l'anatomie masculine, et qu'elle ne grandirait pas plus, peu importe le temps passe à la flatter. Le calme est de courte durée car son fils Bruno fait son apparition. Bruno est le fils chéri, mais aussi celui qui apporte son lot de soucis sentimentaux. Il a l'air abattu, le regard fuyant. Germaine le voit immédiatement. Elle l'accueille avec chaleur, mais ne peut s'empêcher de remarquer sa tristesse. Elle lui demande si c'est encore à cause de Geneviève, sa petite amie du moment. Bruno confirme que Geneviève a décidé de rompre. Germaine, fidèle à elle-même, insulte cordialement la jeune femme, mais Bruno la défend. Il ne veut pas en parler, mais sa mère insiste avec une curiosité maternelle insatiable. Elle veut savoir ce qu'il a fait pour mériter cela. Bruno finit par avouer qu'il n'a simplement pas envie de discuter de sa vie privée. Germaine fait mine de comprendre, tout en lui demandant à nouveau une seconde plus tard ce qu'il a fait de mal. Elle lui propose un biscuit, un de ces fameux biscuits maison qu'elle appelle ses pâtes douces, pour essayer de consoler son grand garçon. La journée avance et la maison Lebrun continue de bourdonner des activités. Germaine réfléchit à la situation de ses enfants. Elle est fière de Carole, qui étudiait tout en travaillant. Elle la trouve persévérante et pense que l'homme qui elle épousera sera le plus chanceux du monde. C'est la fierté d'une veuve qui a élevé sa fille seule, avec force et détermination. Cependant, elle ne peut s'empêcher de vouloir s'immiscer dans la vie de Bruno. Carole la prévient de ne pas se mêler de leurs affaires, de les laisser gérer leur rupture tout seul, mais rester spectatrice n'est pas dans la nature de Germaine. Soudain, Grand-Papa commence à se plaindre de ne pas se sentir bien.
À 92 ans, Germaine trouve cela presque normal, mais Carole s'inquiète davantage. Elle suggère d'appeler le docteur Lépine. Germaine râle immédiatement contre les tarifs du médecin, affirmant qu'il coûte une fortune et qu'il demande souvent de l'argent sous la table. Elle plaisante même sur le fait que le grand-père est heureusement assure pour ses funérailles, ce qui choque Carole. Finalement, elle accepte d'appeler le médecin, tout en attribuant le malaise de grand-papa à la mort récente de sa perruche. Le docteur Lépine finit par arriver. C'est un homme qui semble habitué aux excentricités de la famille Lebrun. Germaine l'accueille avec une hospitalité un peu brusque. Elle lui demande d'examiner son beau-père, tout en se plaignant elle-même de douleurs dans les épaules et le long de la colonne vertébrale. Le docteur, imperturbable, se concentre sur le vieil homme. Il annonce qu'il va falloir faire des tests approfondis, notamment des échantillons de sel et des urines. Germaine traduit cela à grand-papa avec sa manière très personnelle, en lui disant que le médecin veut ses bobettes. La scène devient de plus en plus absurde lorsque le docteur demande à prendre la température rectale du vieil homme. Germaine propose son aide avec un enthousiasme suspect. Elle prépare grand-papa à la petite surprise du docteur. Pendant que le médecin s'exécuté en cuisine pour se chercher un café, Germaine taquine le vieil homme, lui disant qu'il ressemble à une grosse pomme au caramel. L'ambiance est un mélange étrange de soins médicaux sérieux et de bouffonnerie familiale. Le docteur revient et demande où passe son thermomètre. Il semble avoir disparu dans les profondeurs du fauteuil ou peut-être ailleurs. Germaine commence alors une véritable chasse au trésor, déplaçant le vieil homme et fouillant partout. Le docteur s'inquiète, affirmant que si le thermomètre a disparu dans une cavité, il faudra peut-être emmener grand-papa à l'urgence pour explorer la cavité. Germaine plaisante en disant qu'ils vont bientôt trouver du gaz de schiste à force de creuser. Une fois le docteur parti, Carole revient avec ses livres de psychologie. Elle cherche ses notes, mais Germaine les a déplacées pendant son ménage frénétique. Carole est exaspérée. Sa mère lui annonce qu'elle veut s'impliquer pour aider Bruno et Geneviève. Elle veut être une leader, une médiatrice. Carole la supplie de ne pas intervenir, de lui promettre de rester en dehors de cette histoire. Germaine promet, avec ce sourire innocent qui signifie généralement le contraire. La suite de la journée promet d'être riche en rebondissements. Germaine a déjà un plan en tête, et rien, pas même les supplications de sa fille, ne l'empêchera d'essayer de réparer les cœurs brises de sa famille, à sa manière, avec un plumeau dans une main et un biscuit dans l'autre. La vie chez Madame Lebrun n'est jamais un long fleuve tranquille, et c'est précisément comme cela qu'elle aime. Chapitre 1 La tempête de poussière et les silences de grand-papa. La demeure des Lebrun n'était pas simplement une maison mais une entité vivante qui semblait respirer au rythme des soupirs de ses occupants. Ce matin-là, la cuisine était plongée dans une atmosphère singulière. Madame Germaine Lebrun, une femme dont l'énergie aurait pu alimenter une petite centrale électrique, s'agitait avec un plumeau à la main. Elle ne faisait pas seulement le ménage, elle menait une guerre sainte contre la moindre particule de poussière qui osait se poser sur ses meubles en chêne. Assis dans son fauteuil habituel, grand-papa semblait faire partie intégrante du décor. Il était là immobile, le regard fixe comme s'il contemplait un horizon que lui seul pouvait percevoir. Germaine s'arrêta un instant pour l'observer. Elle posa une main sur sa hanche et soupira bruyamment. Elle lui demanda ce qui n'allait pas car cela faisait déjà 3 jours entiers que le vieil homme ne fermait plus l'œil de la nuit. Grand-papa ne répondit pas. Son silence était plus lourd qu'un dictionnaire de théologie, mais Germaine en avait l'habitude. Elle reprit sa danse avec le balai en marmonnant pour elle-même.